Que savez-vous du Vietnam? Qu'est-ce qu'on sait au final du Vietnam? J'ai rejoué il y a pas longtemps à Rising Storm Vietnam et je me suis dit Oui. au final, qu'est-ce qu'on en sait quoi? Qu'est-ce que ça évoque pour vous le Vietnam? Moi, ça m'évoque la jungle, la boue, les arbres qui parlent, la folie des États-Unis d'Amérique. C'est la guerre froide, plein de films hollywoodiens incroyables. Ouais. C'est un peu tout ce que ça m'évoque, moi. Oui, tout à fait. Voilà, c'est exactement. C'est quand on parle de Vietnam, dans l'imaginaire, dans notre imaginaire, c'est exactement ça. C'est le soldat américain qui est en sueur dans des rizières, dans les jungles, avec un Viet Cong qui est en pyjama, caché dans les buissons, tout ça. Et toute cette imagerie nous vient des films, Apocalypse Now, Full Metal Jacket. Donc finalement, on se rend compte que tout ça, c'est quand même des bons gros clichés qui Oui. méritent quand même d'être bien relativisés aujourd'hui. Ok. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer d'en défaire 10. Il y aurait beaucoup plus à dire, on est d'accord, mais on va déjà essayer de faire ces 10 là pour essayer de débroussailler la jungle. Ok, ça marche. Ok. C'est cool parce que c'est vrai Alors. que c'est une période qui est pas souvent abordée dans les trucs qu'on C'est ça. débunk, donc bien motivé, ouais. Je t'écoute. Alors, première affirmation. Le soldat américain vit un enfer au Vietnam. Vrai ou faux? Moi, techniquement, je dirais vrai, parce qu'on est quand même sur une guerre, mais après... Mais après, j'aurais envie de dire que les bases arrières doivent être plutôt tranquilles, peut-être, j'imagine. on va dire que comme tu veux chercher le débunker, ça va être c'est faux, ça, mais ça- bon, c'est toujours pareil, tu sais. Mais après, ben, oui... C'est faux, effectivement. C'est un cliché classique. C'est le soldat américain errant, ne sachant plus où il est dans la jungle, environné de soldats Viet Cong de partout. Ouais, c'est vraiment ça l'imaginaire. T'as Exactement. complètement, C'est le extrêmement les ponts qui réducteur. débarquent de n'importe où, tu vois. C'est Charlie qu'on ne voit jamais. C'est ça, c'est ça. c'est Predator, tu vois. Complètement, ouais. Ils se font dans la. Non, mais c'est ça, ils se font dans Ouais. dans le décor et ils sortent de sous terre, ils sortent de partout. Pour en redisparaître juste après. Mm. Et en Et fait, faire à nouveau. l'immense majorité des soldats américains n'ont pas vu la guerre, n'ont pas vu les combats. Selon des estimations, on est entre 10 et 25% de combattants, de soldats US qui ont réellement combattu. Ok, c'est peu, Euh, effectivement. En 1968, donc au plus fort de la présence américaine, on a à peu près 40 000 des 525 000 hommes sur place qui sont des fusillés, donc une proportion de 7%. Ok. Ça se traduit surtout par le goût américain pour le bien-être de ces soldats et la logistique, une logistique très très lourde, c'est une armée lourdement mécanisée. Donc ce qui fait qu'on a en fait une armée à deux vitesses au Vietnam, avec des unités qui sont surutilisées, les paras, les marines, les hélicos, la air cave comme on dit, et qui subissent du coup de lourdes pertes, les plus lourdes pertes. Et on a l'arrière, donc l'énorme majorité des soldats, qui vivent dans des conditions assez indécentes sur un terrain de guerre. Par exemple, à la base de Long Binh, dans le sud-Vietnam, on dénombre 81 terrains de basket, 3 terrains de football, 12 piscines, des mini-golf, de la ventilation, etc., etc., etc. Donc, l'immense majorité des soldats américains vivent plutôt dans le luxe. Même du luxe, presque. Ouais, hein, voilà, ouais. comparé à ceux qui sont au combat. Donc, ils ont été surnommés d'un petit surnom pas très gentil, les REMF, R-E-M-F-S, alors pardonnez mon accent anglais, les Rear Echelon Motherfuckers, les enculés de l'arrière. D'accord. Ok. Deuxième phrase, les États-Unis n'ont pas été seuls au Vietnam. N'ont pas été seuls au Vietnam? Oui. Tu veux dire, il y a d'autres armées qui sont venues avec eux? Oui. Oui, c'est vrai. Oui, Puisqu'il y a les Canadiens qui ont participé. Tout à fait. Les Canadiens, pardon, les Australiens. Les Australiens, pardon, excuse-moi. Exactement. Australiens. Ils ont certes dominé par leur technologie, mais ils sont très très loin d'être seuls. Tout simplement, les Vietnamiens, l'armée du Sud-Vietnam, puisqu'ils sont, elle Oui, encadre c'est vrai, 1 million d'hommes à son apogée. Et en 1968, encore au plus fort de l'intervention américaine, on dénombre 50 000 Sud-Coréens, Ok. 75 000 7500 Australiens, excusez-moi, 500 Néo-Zélandais, 2000 Philippins, 800 Thaïlandais, aux côtés de 530 000 soldats américains. Ok. Ça en fait quand même pas mal. Et ces soldats, ils font pas de la figuration. C'est pas juste dans des opérations secondaires, puisque l'armée sud-vietnamienne recense quand même 1,5 million de pertes durant cette guerre, dont 300 000 morts. Et même les Coréens, qu'on aura pu penser peu combatifs, puisque c'est pas vraiment leur guerre, et sur les 312 853 Coréens qui défient le Vietnam, il y en a 5 000 morts. Donc ça fait quand même une bonne part de l'effectif, sans compter les blessés et les disparus.
Troisième affirmation, les médias américains sont pro-guerre. Ouais, j'imagine que c'est pas forcément le cas, ça doit dépendre des médias. Eh ben non, c'est vrai. Ah ouais? Ok. Ah, d'accord. Dans la majorité des cas, ils ont plutôt approuvé l'intervention. Ils ont relayé les informations du Pentagone, les informations officielles et leurs propres constatations sur place. Ils sont même plus pro-guerre que l'opinion. D'ailleurs, D'accord. donc, ils reflétaient du coup pas vraiment la vraie, véritable tendance. Mais évidemment, en plus, ce qui alimente la confusion, on dit que les médias étaient quand même anti-guerre, c'est parce qu'ils publiaient des points de vue aussi anti-guerre. Donc voilà. Ouais. Ils avaient des chroniques anti-guerre, mais dans l'ensemble, c'était plutôt une approbation de l'intervention au Vietnam. Ok, d'accord. D'accord. La quatrième phrase, l'US Air Force a gagné la guerre et cette guerre a été perdue ensuite à terre. Vrai ou faux? Oula. Tu veux dire, du coup, c'est en gros, c'est l'aviation a très bien fonctionné, mais par contre, c'est les Marines sur place qui ont mal géré. J'aurais envie de dire non, ça me paraît pas très sympa quand même de dire ça. Mais après, bon, je ne sais pas. Ouais, moi j'aurais dit vrai, tu vois. Effectivement, enfin, ils ont bombardé tout et après après c'est le cliché, bien sûr que une fois qu'ils sont sur le terrain, tout se passe pas comme prévu, donc du coup ils se font défoncer. Enfin, mais bon, c'est le cliché, donc j'aurais dit vrai. Mais... Eh oui, effectivement, c'est Marc qui a raison, c'est faux. Ok. La légende vient en fait d'assez tard dans la guerre, en 1972, décembre 1972 exactement, lorsque l'US Air Force intervient lors de l'offensive nord-vietnamienne de 1972 en la bloquant et en allant pilonner le Nord-Vietnam. Ok. Le forçant Hanoï, donc le Nord-Vietnam, à signer les accords de Paris. Et cette victoire, du coup, serait gâchée par l'invasion du Sud en 75, invasion, du coup, non permise par la non-intervention de l'US Air Force, interdite par Washington. Ok. En fait, cette légende, c'est une légende. Cette intervention de l'US Air Force en 72, c'est une défaite américaine, en fait, puisque tactiquement, elle enraye cette offensive avec l'aide de l'armée sud-vietnamienne, mais c'est pas aussi efficace qu'on le prétend. Mm. Et surtout, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que ça change l'enjeu stratégique, la donne stratégique du moment, et en fait, ça change rien. Puisque dès 72, en fait, le gouvernement américain cherche une porte de sortie avec les accords de Paris. Et l'offensive, donc du coup, gagner la guerre ne veut plus rien dire pour Washington. Mm. Tout ce qu'ils veulent, c'est se retirer du Vietnam. Ok. D'accord. Ouais. Donc du coup, mais par la suite, cette légende va s'installer et l'US Air Force va bien entendu ne rien faire pour contredire cette légende, puisque elle veut garder l'illusion qu'elle peut gagner des guerres toute seule. La fameuse illusion qu'on peut gagner les guerres uniquement en bombardant. Ça a déjà été un mythe pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Anglais pensaient pouvoir faire plier l'Allemagne en la bombardant nuit et jour, qui n'a rien donné. Et là, pareil. Donc du coup, elle a rien dit, elle s'est tue, et la légende a pris place dans l'imaginaire collectif. C'est un peu le mythe aussi en Afghanistan, enfin toutes les dernières guerres aussi. Enfin, Oui, tout à fait. où on bombarde. Beaucoup, sur l'appui aérien pour éviter la perte d'hommes au sol, quoi. Sauf que les bombardements sont inefficaces. Mm. Cinquième phrase. Les combats dans la jungle sont la règle. Je dirais non parce qu'il y a quand même beaucoup de combats en ville aussi, non? Oui, puis après, c'est le Vietnam, j'imagine, c'est pas que de la jungle. Enfin, tu vois, Oui, il doit y avoir d'autres territoires. Ouais. il y a des fois des plaines, enfin. Ouais, le Vietnam offre une grande diversité de paysages. Vous n'êtes pas laissé avoir. J'ai joué à Rising Storm. Je vois que j'ai affaire à un spécialiste. Effectivement, il y a une grande variété de paysages, des collines, des petites montagnes, des rizières, des lagunes, des zones urbaines, de ce qu'on appelle de l'herbe à éléphant. C'est des herbes qui dépassent un homme. Hein. Ok. C'est les hautes herbes de Jurassic Park. Sans dino. Et donc la jungle, il y en a, et surtout elle n'est pas aussi dense qu'on le voudrait, puisque les sous-bois qui sont privés de lumière sont peu touffus, ils se développent peu. Donc finalement les combats dans la jungle sont peut-être pas une exception, mais sont beaucoup moins nombreux qu'on le voudrait. Une étude américaine de 1966, donc très tôt, estime que 60% du pays est accessible aux véhicules chenillés et semi-chenillés, contre 46% pendant la mousson. Bon, ce qui reste quand même, une majorité de pays reste accessible à l'armée ultra-mécanisée américaine. Mais surtout, ce qui fait que les combats se déroulent peu dans la jungle, c'est que en fait, les objectifs militaires, ils sont dans les vallées et dans les hauts plateaux, là où il y a toutes les zones agricoles et les zones urbaines.
Parce que c'est ça que il faut contrôler. Et de plus, bah, les combattants des deux côtés, que ce soit Viet Cong ou américains, ils détestent la jungle. Hein, Ah. l'image du Viet Cong habitué à la jungle, se fondant dans la nature, c'est faux, hein, puisque le Viet Cong est principalement originaire des campagnes risicoles ou des villes. Donc Ok. la jungle, c'est pas trop leur élément naturel. Et je pense après que la jungle c'est un élément naturel à personne en fait parce que c'est Oui. t'as énormément Il y a- t'as des serpents, t'as des maladies, tu vois t'as des sangsues. Ouais, Techniquement ça- parlant, personne va là-dedans, tu vois, à part quelques cultures tribales, tu vois, mais Oui, clair, voilà, c'est c'est pas, ça. Il y a quelques ethnies au Vietnam qui sont plus habituées à ce genre d'environnement, mais c'est vraiment c'est clairement minoritaire. Donc, Ok. Numéro 6, l'armée sud-vietnamienne avait une réelle valeur. Oh bah oui, quand même, oui. C'est Ouais. bien vrai. Effectivement, on la voit quasiment, on la voit même pas dans tous les films qu'on. Les films, ils sont jamais présentés, Ils mais sont oui, jamais c'est quand même présents, eux qui ils sont l'ont jamais fait. présentés. Et pourtant, l'armée du Sud-Vietnam prouve sa valeur par son nombre d'engagements et ses pertes, comme je vous l'ai dit, rien que ça témoigne de son degré d'engagement, hein, 1,5 million de pertes pendant la guerre. C'est une armée qui s'engage beaucoup et qui arrive à prouver, à prouver sa valeur. Mais malheureusement, le fait qu'elle s'effondre en 75 et même dès 72 avec le début du retrait américain, c'est lié à énormément de facteurs. Tout d'abord, elle se fait marginaliser par les Américains quand ils sont au plus fort de leur déploiement, à des missions de sécurisation. Mhm. Donc ça l'aide pas à entraîner la troupe, lui faire acquérir de l'expérience. Et en plus, elle ne peut pas se passer de l'aide américaine. Elle est trop habituée à la puissance de feu américaine. Et elle est surtout pas unie. L'anticommunisme ne peut pas cimenter une armée. Les désertions sont de plus en plus croissantes. Hein. On en a plus de 126 000 en 1970. La corruption est massive et son encadrement est très pauvre, voire même assez mauvais dans ses missions. Et son général en chef, le général Thieu, ne valait, on peut le dire maintenant, hein, ne valait pas grand-chose. C'est pour ça qu'en 75, sans l'US Air Force pour la sauver, l'armée du Sud-Vietnam s'effondre, un peu comme l'armée afghane il y a 1 an, 2 ans maintenant. Ouais. Et, voilà, plus personne pour assurer derrière, donc le Nord-Vietnam a pu envahir Saigon sans coup férir. Ok. Numéro 7, alors je ne sais pas si vous connaissez le siège de Khe Sanh. Le siège de Khe Sanh, Ouais. ça me dit quelque Oui. chose. Moi je vois pas pour l'instant, mais D'accord. vas-y. Du coup, c'est vrai que si vous voyez pas, c'est la légende voudrait que le siège de Khe Sanh est une grande victoire américaine, qui est complètement faux. Le 21 janvier 68, en fait, les troupes Viet Cong débutent le siège de Khe Sanh, qui est une base américaine fortement défendue par 6000 Marines et des Rangers sud-vietnamiens. Ok. Lors de l'offensive du Tet, quelques semaines plus tard, le commandement américain renforce le camp de peur de le voir tomber, puisque c'était une importante base logistique. Sauf que, en fait, donc ils se font renforcer par de l'air-cave, par des troupes, comme je vous l'ai dit, donc des troupes de première classe américaine, Marines, etc. Sauf qu'en fait, ils se font piéger, puisqu'il n'y a que 2 divisions nord-vietnamiennes devant eux. Et c'est exactement ce que voulait le Viet Cong. Ils voulaient attirer les meilleures troupes américaines hors de des centres urbains, là où allait se dérouler l'offensive du Tet. Donc, ce qui fait que le plan Viet Cong a marché. Et même si l'offensive du Tet, de toute façon, elle n'avait pas grande chance de réussir, puisque il y avait trop d'Américains en fait au Vietnam à cette époque-là. Donc même s'ils attiraient des troupes US ailleurs, ils n'avaient aucune chance. Mais disons que le stratagème mis en place par les Viet Cong était valable et a marché. Ce siège a été brisé le 8 avril par une colonne de secours et le Nord-Vietnam se retire avec de lourdes pertes. Mais néanmoins, il n'y a pas de vainqueur ici, puisque le camp est démantelé en juin et le Nord-Vietnam, les Viet Cong, est de retour directement après, quelques jours après le démantèlement. Donc vraiment, les Américains ont beau dire que c'était une grande victoire, c'était pas absolument pas une victoire. Numéro 8, le ravitaillement passait uniquement par la piste Ho Chi Minh. Le ravitaillement passait uniquement par la piste Ho Chi Minh. Je dirais que c'est faux, je pense. Ouais, moi pareil. Oui, effectivement. Donc, petit rappel, la piste Ho Chi Minh, c'est un réseau de sentiers à travers la montagne et la jungle d'environ 2000 km et qui est régulièrement bombardé par les Américains. Alors certes, une grande partie du ravitaillement passait par là, mais une partie non négligeable passait par la mer.
Ils longeaient la côte, en fait, depuis le Nord-Vietnam jusqu'au delta du Mékong. Et c'est pas non plus négligeable, puisque entre octobre 61 et 1975, il y a environ 80 000 soldats vietnamiens, nord-vietnamiens qui passent par là, par la mer, et 150 000 tonnes de matériel. Donc, la piste Ho Chi Minh est ultra connue, mais c'est pas la seule voie de ravitaillement du Nord-Vietnam. Numéro 9. La plupart des soldats américains étaient des volontaires. Bah, j'aurais envie de dire oui, t'as pas de système de circonscription, je crois, si. Eh bah, c'est vrai. Ceux qui servaient au Vietnam étaient volontaires, mais il y a quand même un système de conscription. Ok. Entre 67 et 75, il y a environ 8 740 000 appelés. Ok, d'accord. Et les conscrits, donc cette part d'appelés, il n'y a que 25% de ces conscrits qui sont envoyés au feu. Ok. Pour donner une valeur, c'est à peu près 66% pendant la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, bon, bah, c'est 25% de conscrits concentrent 30% des pertes. Donc peut-être un défaut d'entraînement ici. Mais les soldats envoyés au Vietnam étaient quand même plus du genre de ceux qu'on voit dans Full Metal Jacket, donc des engagés volontaires. Ok. Et les réfractaires, donc tous ceux qui on voit par vouloir partir au Vietnam, au Canada, pardon, parce qu'ils ont été appelés et tout ça, ça a été que 100 000 déserteurs, à peine 1%. Donc vraiment, c'était un mouvement très minoritaire. Ok. Et numéro 10, les Noirs se sont fait tuer volontairement par le commandement. Volontairement par le commandement général des États-Unis. C'est-à-dire envoyés, un peu comme nous avec notre débat sur les tirailleurs sénégalais et la chair à canon. Est-ce qu'ils ont été envoyés au J'aurais envie de combat, dire que non, mais que du coup, il y a eu des dérives un peu dégueu, quoi. Pas forcément de dérive, Ok, mais d'accord. effectivement c'est faux. On constate donc 7264 pertes noires, donc environ, c'était 12,4% des pertes, contre Ok. 86% chez les Blancs, donc ce qui est plutôt cohérent avec leur poids démographique, 13,5% d'une classe d'âge, et des Noirs envoyés au Vietnam, environ 10%. Mais bon, là il faut être un peu plus fin pour voir un peu, on peut aller découper plus finement dans la chronologie, puisque en 1967, il représente 20% des pertes. Et il faut attendre la fin 1967, après le mouvement des droits civiques et Martin Luther King, enfin, tous ces mouvements aux États-Unis, pour que ça se rééquilibre. Fin 1967, nous ne sommes plus qu'à 13%. Et ça passe sous les 10% entre 1970 et 1972. Donc vraiment un rééquilibrage, une baisse des pertes. En fait, comment on pourrait expliquer ce 20% de pertes en 1967 ? Déjà parce que les Noirs s'engagent beaucoup dans les paras. 30% des paras sont noirs. Et comme je vous l'ai dit, les paras sont très utilisés. Et aussi, tout simplement parce que 90% des Noirs du Vietnam viennent de milieux socio-économiques pauvres. Donc, il y a des raisons économiques de prendre des risques qui vont être primés, en fait, tout simplement. Beaucoup plus de risques, beaucoup plus de morts. Et prendre du galon, malheureusement, c'est encore une armée très ségrégationniste, puisqu'ils ont peu de chances de monter en grade. Il y a seulement 2% des officiers qui sont noirs. Ok. Voilà, c'était pour les 10 idées un peu reçues sur le Vietnam. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Ouais, bah j'imagine, ouais. Sur toutes les offensives américaines, sur aussi le camp en face. On pense que le camp communiste en face était extrêmement uni, un bloc soudé, alors qu'en fait il y avait tellement de divergences que ça aurait pu très bien tourner autrement. Mais donc voilà, 10 idées pour commencer, et puis on verra si on refait une chronique sur le reste. Bah, merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci. C'est pour cool. ton intervention, c'était chouette. On a appris pas mal de trucs. Franchement, c'est vrai que c'est une période qui est pas souvent trop remise en cause, en tout cas chez nous en Europe. On s'en fout un petit peu souvent du Vietnam. On a juste ce cliché un peu du film américain avec la jungle, la boue, les explosions, le napalm au petit matin, tout ça. C'est c'est intéressant de remettre un contexte. On pense qu'à l'Indochine en postant au Vietnam avec notre guerre à nous, puis en oubliant un peu qu'il y a eu une autre guerre derrière. C'est ça, ouais, exactement. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.